Une rencontre avec un jeune passionné cette semaine. Johan Delage a un faible pour les locomotives diesel électriques de la SNCF et il a eu la chance de pouvoir récupérer le pupitre de conduite de l'une d'entre elles. Il s'est aussitôt lancé dans une opération ambitieuse, celle de le connecter au logiciel Train Simulator afin de créer à son tour un simulateur de conduite sur les traces d'autres amateurs qui ont fait de même et que je vous ai présenté du reste sur cette chaîne. Pour l'instant, rangé dans son garage, il n'est pas exclu que cette installation soit un jour présentée au public sur un salon. On la découvre donc en avant-première dans ce nouveau reportage. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Cette idée de créer un simulateur de conduite, ça fait un moment qu'elle trottait dans la tête de Johan. Il s'est donc mis en quête de trouver un pupitre de machine qu'il pourrait récupérer. Et après de multiples recherches, il a fini par débusquer ce qu'il cherchait en tombant sur celui d'une BB 67000, appartenant plus précisément à la série des BB 67400. Exactement, une 67400, donc il y a des petites particularités par rapport aux anciennes. Celle-ci elle est équipée du chauffage électrique, le chauffage train. Et un pupitre, en fait, j'ai récupéré un pupitre de Raminox banlieue au départ, mais c'était électrique, donc du coup j'ai toujours plus ou moins aimé les diesels. Du coup c'était pas trop ça, et puis j'ai eu l'occasion de récupérer ce pupitre-là, donc d'une 67400. Et là j'ai pu faire exactement ce que je voulais. Donc j'ai développé la machine en fait dans le jeu et je l'ai plus ou moins adaptée pour le simulateur. Donc en fait la machine qui est dans le jeu là, elle est uniquement adaptée pour le pupitre. Voilà. Donc évidemment il y a des particularités, des raccourcis clavier qui changent. Donc voilà. Donc là je vais la préparer. Donc là je viens de déverrouiller la boîte au levier. Donc tout le KVB est en service. Donc on voit l'autotest en fait du KVB avec LSSF et le BPVAC qui clignote. Voilà, donc toute cette partie-là en fait est fonctionnelle. Cette partie-là ne l'est pas parce qu'elle ne l'est pas dans le jeu, donc on ne peut pas tout faire non plus. Ouais. Voilà, donc voilà, je vais aller un peu plus vite que la normale, sinon normalement il faut observer un délai de 2 minutes pour allumage des deux voyants LSMH. Voilà, donc du coup je démarre en fait le moteur de la deuxième machine parce qu'on est en UM. Ouais. Donc je mets le contour sur 2 et en fait ça va être le régime moteur de la deuxième machine. Voilà, donc là on n'entend pas grand chose forcément. Hop. La première machine. Voilà. Donc compresseur. On va laisser gonfler tout ce qui est éclairage. Voilà, et puis là on va laisser gonfler la CP, donc l'aiguille rouge. Parce que pour le moment on n'a pas assez d'air. Alors ces paramètres-là, ils sont pris en charge par le jeu, par la dimension jeu. En fait, tout ce qui est manomètre, aiguille, donc là on a la CP, conduite principale, le RE, réservoir égalisateur, le CG, conduite générale, et les cylindres de frein, CF. Tout ça, c'est les informations qui viennent uniquement du jeu. Voilà. Donc c'est vraiment la deuxième carte Arduino qui me gère les retours. Donc en gros, c'est un logiciel qui récupère les données, donc les valeurs. Ça m'envoie ça à la carte Arduino qui se trouve dessous. Ça convertit ça en fait sous une variable, une fonction map. Et ça convertit ça en fait pour que ça soit utilisable par l'Arduino et puis pouvoir piloter en fait les servomoteurs qui sont derrière. Donc toi tu as fait le choix de faire ça avec Arduino parce que tu connaissais déjà. Ouais, c'est le plus simple en fait. C'était le plus simple. C'est le plus simple, c'est pas trop cher. Et c'est plus pratique en fait. Ouais. Parce qu'il y en a qui font avec des systèmes de pneumatiques. Oui. Mais là, il faut un compresseur, il faut un réservoir. C'est une autre dimension. C'est ça, quoi. Voilà. Donc, non, j'ai préféré. Et puis, vu que c'est à but d'être transportable, donc il faut que ce soit quand même léger. Quoi. Ouais. Alors, 3 Arduino. Ouais. Qui ont chacun un rôle bien. Exactement. Bien donc, c'est déterminé. des Arduino doués. Donc, c'est des tailles grandes des Arduino, en fait. Il y a beaucoup d'entrées-sorties. Le premier. Lui, il prend les commandes du pupitre, donc le cercle VA, l'inverseur, tous les boutons de la boîte de levier, en fait tous les boutons qu'il y a besoin pour piloter le jeu. Parce que le jeu, lui, c'est des touches clavier. Donc, il prend les informations, donc c'est un tout ou rien, donc soit il a la tension, soit il a rien. Voilà, le processeur du Arduino, il sait que la sortie, je sais pas moi, 25, elle est à vrai, donc elle est à 1, elle reçoit son courant. En fonction de ça, dans le programme, je lui dis si cette fonction est active, alors tu envoies la touche, admettons, D à l'ordinateur, par le port série. Et puis voilà.
Donc après, il y a des combinaisons de touches, bien sûr. Hein. Là, ça, c'est des combinaisons de touches pour avoir la position neutre, pour la position retrait et la position service. Donc c'est un peu, après, c'est un peu de codage, quoi. Mais ça, c'est uniquement la partie commande, en fait. La partie retour, c'est un deuxième Arduino. Pareil, le même. Hein. Mais lui, par contre, il va récupérer des informations qui sont envoyées au port série par le logiciel. Donc le logiciel qui est avec le jeu. Ce logiciel récupère l'information, donc la variable. Donc, par exemple, le régime moteur, il va récupérer la variable RPM, par exemple, de 0 à 1500. Sauf que 0 à 1500, moi, ça marche pas comme ça sur le simulateur. Parce que la sortie qui me pilote l'aiguille, ça va de 0 à 255. Ah oui, donc il faut convertir. Voilà, donc en fait, on a la fonction map qui va s'occuper de convertir entre 0 et 1500 qui vient de l'ordi et le 0 et 255 pour la sortie. Et en fait, il fait le ratio. Voilà, et ça marche comme ça. Du coup, on a une variable à la sortie. Ça me pilote mon transistor, donc le même qu'on a vu derrière pour le pilotage de LED. Hein. Et du coup, là, il est alimenté en 24 volts, lui. Donc, on fait compte. Quand on a 0 volts, on a 0. Quand on a 24 volts, on est plus ou moins à 1500 tours. Quoi. D'accord, ouais. Ça marche comme ça. Ouais. Voilà, donc là, par exemple, on a eu le voyant LSLD qui est apparu après du 2 minutes, après le post-graissage. Là, c'est pas très compliqué. En gros, quand on a le voyant qui apparaît dans le jeu, ça allume un relais. D'accord, voilà. Ouais, ça c'est le plus. C'est aussi simple que ça. Mais après, tout ce qui est intensité, c'est exactement le même principe. Ça prend l'intensité du jeu, ça convertit, puis ça m'affiche ça en fait sous forme de valeur, quoi. Voilà. Ça, c'est des servomoteurs. C'est pas pneumatique, hein, c'est vraiment des servomoteurs qui pilotent. Donc j'ai démonté tout le mécanisme à l'intérieur. Oui, parce qu'il faut convertir encore ces données qui arrivent et puis en faire un affichage. Encore, le servomoteur, lui, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est alimenté directement par l'Arduino. Oui. Donc ça évite d'avoir une alimentation externe par-dessus, quoi. Donc, puis c'est pas très gros, il est à l'intérieur, bon, il y a un peu de réglage et de démontage à faire, mais le principe est plutôt simple. Ouais, ça va fonctionner voilà. simplement. Et après, du coup, le troisième Arduino qui est à l'intérieur du panneau de visu du KVB, lui, il faut tellement d'entrée-sortie pour le KVB, qu'en fait, il faut alimenter chaque segment séparément, les voyants des 3 boutons, et les voyants ici, panne sol, engin, et puis FUI sur vitesse. Donc il faut beaucoup d'entrée-sortie, et les SSF aussi, j'ai oublié. Donc en fait, il a un Arduino dédié à lui tout seul. Ouais, que pour gérer le KVB. Voilà, c'est ça. Donc comme ça, c'est plus pratique, parce qu'en fait, on enlève les 2 vis, on enlève tout. Ouais. Et il n'y a pas de câble qui traîne, il n'y a rien. Donc tout est... J'ai même passé le câble port série, j'ai coupé le câble en fait, et je l'ai fait passer par le connecteur du KVB. Ouais, il soit directement dessus. Ouais. Voilà. On va pas s'embêter à faire tout ce qui est essai de frein. Ils sont déjà faits. Voilà. Parce que sinon on y est encore à la cinglinglin. Je vérifie 2-3 trucs. Non, c'était bon. Oui, les éléments qui sont dans la cabine mais pas présents sur le pupitre, tu les as du coup sur le logiciel, c'est ça, tu peux aller, ouais, en fait j'ai tout fait. J'ai adapté un petit peu la vue cabine pour pas avoir le pupitre parce que bon, ça sert à rien. Et aussi ce qu'on voit beaucoup dans les simulateurs comme ça, c'est que les sons qu'on entend, par exemple comme ça, des fois on l'entend aussi en doublon dans le jeu, donc c'est pas forcément réaliste. Donc j'ai tout enlevé, quoi. La chauffage train. Donc on voit en fait la tension ligne chauffage montée. Hop. Donc ça, en fin de compte, c'est l'alternateur qui produit les 1700 volts pour alimenter les voitures corail derrière. Voilà, ce qu'on appelle le chauffage. Bon bah allez, hop. Là du coup, une impulsion sur plus. Et en fait, ça se débrouille tout seul, on va voir l'intensité monter toute seule. Et alors on est sur quelle ligne là ? Là on est sur la ligne Nord-Pas-de-Calais en fait, qui est relativement réaliste, qui est sortie il y a 1 an et demi je crois. Voilà. Donc bon là on roule en scénario libre, il n'y a pas d'horaire, il n'y a rien. Mais c'est une ligne réelle par contre. Hein, donc la ligne est créée dans le logiciel. Ouais. Toi tu crées la machine dans le logiciel. Ouais. Et tu rentres tu rentres la machine et tu récupères une ligne qui a été faite par d'autres contributeurs, je suppose. Ouais, c'est ça en fait. Là ils ont travaillé à je crois que 2. Et ils ont réalisé ça en 5-6 ans peut-être. Ouais, c'est un boulot monstrueux. Ouais, c'est quand même un gros boulot de. Non, c'est bon, les machines c'est un boulot, mais poser le décor c'est très long quoi. Et puis c'est chronophage, c'est toujours la même chose. Ouais, c'est ça. Donc effectivement c'est un peu particulier quoi.
Tu pars de quoi quand tu dois faire la machine, par exemple? Toi, tu pars d'images de photos que tu as pu faire? Ouais, alors là, la particularité sur celle-là, c'est que je suis parti d'une base 3D qui avait déjà été créée pour un autre simulateur. Et donc, du coup, avec l'accord de la personne, bien sûr. Et pour pouvoir la diffuser plus tard, et j'ai rajouté des éléments 3D, des nouveaux éléments 3D. Et des nouvelles textures prises à base de photos que j'avais prises moi sur des machines réelles. Et après, par contre, du coup, j'ai développé tout l'intérieur, toute la cabine, toute la partie programmation, tout ce qui est compartiment moteur, parce que là, il y a le moteur qui est entièrement refait à l'intérieur. Donc j'ai tout développé. J'ai 2 ans, ouais, à peu près 2 ans et demi de boulot, quoi. Oui, quand même. Ouais. Bon, pas en y bossant tout le temps, mais. Oui, quand même. Mais quand même. Temps, quand même. Ouais. Et forcément, te connaissant, on a du son. Forcément. Puis là, oui, c'est des sons. Là, c'est vraiment les sons réels de la machine. Donc là, avec toute l'animation diesel électrique vraiment de la machine spécifique avec les intensités, les tensions. Là, par exemple, on voit l'intensité ça, c'est normal. Il faut que ça chauffe un peu. Surveille le patinage. Ça patine vite ici. Donc on est censé tracter quelque chose ici, un train particulier ou il n'y a pas de... Non, alors c'est des pas wagons, représenté là. Le 74, type, je ne sais même plus le nom que ça porte d'ailleurs. On met un peu de tout, n'importe quoi dedans. Ouais. Non, après c'est pour faire un peu de charge quand même. Oui. Après pour élaborer des scénarios, ouais, c'est vrai que c'est un peu plus. Je maîtrise un peu moins moi. Il y en a qui savent très très bien faire, avec des horaires, des chargements à déposer, à reprendre. C'est un peu de boulot quand même, mine de rien. Ouais, c'est de la vraie exploitation quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, ce qui m'intéresse plus, moi, un peu comme Carlo d'ailleurs, c'est de créer, concevoir, de modifier les choses. En fait, je passe très peu de temps à conduire. Ou alors c'est pour essayer. Oui, il faut alors, quand même, ça marche pas. valider, ouais. C'est ça, voilà. Ouais. Il y a quand même un peu de poids là derrière. On sent bien. Ce qui est marrant avec les 67 000, c'est qu'en fait, on fait une impulsion. Comme ça, le moteur va monter en régime. Il va légèrement redescendre. Bon, on va pas vraiment beaucoup avec cette aiguille-là, mais et après l'excitation se met en place par derrière. Oui. On vient de voir un chantage. C'est-à-dire que l'intensité a remonté, l'intensité du coup au moteur, mais par contre la tension, elle, qui est délivrée au moteur de traction, a redescendu. Donc plus on accélère, plus la tension remonte, mais par contre évidemment plus l'intensité diminue. Ce qui est le principe de la force contre-électromotrice. Donc tout ça là, il a fallu le coder, le régler, parce que le jeu ne le fait pas tout seul. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Il faut déjà le comprendre au départ, il faut déjà savoir comment ça... J'ai étudié en fait le fonctionnement de la chaîne de traction d'une 67-400, qui a rien à voir avec une 300, et qui a encore moins à voir quelque chose avec les petits numéros, donc les 200. Parce que les 200 c'est une génératrice, ça c'est un alternateur triphasé. Donc il faut comprendre le fonctionnement et après l'adapter dans le simulateur sous forme de code. Ouais. Et bon, c'est un peu plus compliqué quoi. Mais bon, ça se fait. Deuxième chantage. En fait, ça fait varier le régime moteur et puis ça augmente l'intensité et évidemment ça fait chuter la tension. Et tout ce qui est patinage aussi, le patinage, une réduction de l'effort de 30%. Une réduction de la puissance au moteur de traction. Quoi. Donc tu ressens dans le jeu et tu réagis. Ouais, ça me fait allumer le voyant de patinage et puis ça me fait diminuer l'intensité en fait au MT quoi. Et après, il a fallu adapter tout ça
avec les sons. Ouais. Parce qu'il y a le son du D'accord, moteur et voilà, puis voilà. le son du moteur Ouais, en ouais. charge et le turbo. Ouais. C'est tout un truc à mettre en place en fait, mais bon, je suis pas trop mécontent du rendu quand même. Ouais. Donc là, tu allé enregistrer une 67-400, Ouais, une vraie. ouais. La 400. Non, la 67 530 quelque chose à Nevers, une frette. Ouais. Avant que la remise, la rotonde Oui. ne ferme, voilà. J'avais enregistré en même temps une 200. Et du coup, après, j'ai fait des anciennes prises de son avec le son du turbo, qui était totalement indépendant du son moteur. En fait, on n'entendait vraiment que le turbo. Et ça, c'est bien parce que ça permet de ne pas mélanger trop les pistes sonores. Là, on a le moteur, le turbo, le son du moteur en charge. Mhm. Ça fait 3 sons qui peuvent être joués simultanément ensemble, mais ils apparaissent évidemment quand ils doivent, quoi. Là, le turbo, on commence à l'entendre par exemple, et après, si j'accélère rapidement, on va l'entendre plus fort. Il redescend, et ensuite il remonte parce que du coup l'intensité va remonter, quoi. Voilà. Donc c'est toute une schématique en fait à reproduire. Pour que ça soit dans les règles de l'art. Ouais. Oui. Plus ou moins, parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais le principal est là, je pense. Oui, on a déjà la sensation quand même. Ouais. C'est- Donc là, après le KVB, bon, là, le KVB, là, il est actif. Bon, normalement, sur ces lignes-là, il ne l'est pas forcément. Ouais. Mais en fin de compte, dans le jeu, le KVB, normalement, c'est des balises au sol avec des codes qui envoient des informations au script, donc au programme en fait qui est dans la locomotive et qui gère tout ce qui est affichage Ouais. justement. Oui, donc tu récupères ça et tu... Ouais, alors moi j'ai fait un peu plus simple, je récupère en fait l'état des signaux et les vitesses. Et donc du coup en fonction de ça, ça me donne des codes en fait. Et ben, j'en déduis si j'ai un avertissement, si j'ai un rappel de ralentissement ou n'importe quoi en fait. Et en fonction de ça, ça m'affiche les doubles zéros, les triples zéros, les tirés, si ça clignote, si je vais trop vite, enfin, tout ce qu'il faut sur un affichage de KVB 5. KVB 6 maintenant il affiche beaucoup moins de choses. C'est pas rigolo, hein. Je préfère faire l'ancienne version. C'était plus drôle. Il y a Ouais, plus de choses à faire, plus de défis. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc en fait là les 3 tirés, ça veut dire que le KVB est actif Oui. et qu'on est sous surveillance, quoi. Donc bon, je vais m'arrêter du coup et puis. Et le langage de programmation que tu utilises là, c'est du quoi Alors pour les Arduino, c'est du langage C. Ouais. Pour le simulateur, c'est du C++. Voilà, c'est du script Lua. C'est du Lua en fin de compte. Bon après, j'y connais rien, moi je suis pas programmeur, hein, j'y connais rien, j'ai appris sur le tas. Donc j'ai un petit peu appris la langue, j'irai pas jusque là. C'est plutôt la façon de coder, la façon de programmer, la et logique. puis d'utiliser en fait, d'utiliser des commandes, des fonctions qui sont déjà présentes dans d'autres programmes. Donc je me suis inspiré d'autres scripts évidemment, pour après Oui, afficher les adapter à toi, Ouais, c'est ça. à ton besoin. Ouais. Donc le premier truc qu'on fait, évidemment, c'est de modifier un script qui est déjà existant pour modifier une valeur. Là, on commence à comprendre, ok, c'est cette valeur qui fait ça marche comme ça. Et après, on essaye de créer des fonctions à part entière. Donc on écrit tout. Voilà. Et après, on voit ce qui se passe, quoi. Des fois, ça marche pas tout le temps. Et après, on débug. Voilà, c'est ça. Par exemple, typiquement, quand on écrit pas correctement, le jeu plante comme ça fait tout à l'heure. Ouais. Donc il faut. Et puis c'est radical, hein, Ouais. ça éteint tout et puis on commence pour voir. Non, c'est quelque chose qui apparaît, donc il va falloir trouver pourquoi, mais c'est pas. Ah, c'est pas facile parce que si c'est une erreur de syntaxe, lui le logiciel il va savoir. Il va te dire, bon là il y a une faute, il manque un espace, il manque un tiret, bref. Mais par contre, si c'est une erreur de programmation, de logique. il peut pas, lui, il n'est pas logique, il peut pas savoir ce qui se passe. Ouais. Et là, c'est à nous de décoder et de comprendre où ça déconne, quoi. Et bon, des fois, c'est un peu plus délicat. Voilà. Alors, d'autres aménagements que tu vas faire dessus, que tu veux rajouter? Je vais ajouter le tacro. Ouais. Bon, là, c'est un peu plus chiant parce que c'est un moteur triphasé. Ouais. Donc, il faut pareil, hein, récupérer la valeur en fait de 0 à 140, bon, plus ou moins, et la convertir pour piloter un onduleur triphasé. Donc soit comme Carlo, lui, il a fabriqué le sien. Moi, je suis pas capable de le faire ça.
Donc je vais partir sur un onduleur qui est déjà en fait qui est déjà créé, qu'on peut trouver en fait sur le net, sur AliExpress notamment. Et donc je vais l'adapter en fait pour piloter le moteur triphasé du Tacro. Voilà. Et peut-être après remettre le contour d'origine, parce que ça c'est un contour modernisé entre guillemets. Et le contour d'origine, pareil, c'est un moteur triphasé. Ouais, donc voilà. Mais bon, ils sont un peu plus jolis quand même. Voilà. Et après, ça sera les 2 blocs sur les côtés. Frein direct, frein d'urgence et radio, tout ça, on verra. Ouais, qui verra ça. Mais sinon, tout est fonctionnel, ouais. Comme vous avez pu le voir, la réalisation d'un simulateur de ce type, c'est un très très gros travail dans lequel seule une poignée de passionnés se sont lancés. J'ai eu l'occasion de vous présenter plusieurs d'entre eux dans Aiguillage, et puisque Johan vous a parlé de lui à plusieurs reprises, je ne peux que vous conseiller de voir ou revoir le reportage consacré au simulateur créé par Carlo. En attendant de retrouver la semaine prochaine sur cette même chaîne, Johan en compagnie de son papa, qui nous présenteront cette fois-ci leur réseau à l'échelle HO qui se trouve également caché dans leur garage.